On a la trace ici de personnes, c'est encore dans les murs, je dirais, de personnes qui ont souffert des conditions de vie qu'on leur donnait ici, qui ont souffert d'être seuls avec pratiquement aucune information concernant leurs proches et leurs parents. Ils n'avaient droit comme seul moyen de correspondance qu'à des cartes postales. Ils vivaient dans le froid, dans des conditions d'hygiène insalubres, dans un espace clos comme une prison, sachant que 2000 d'entre eux ne sont pas revenus parce qu'on les a déportés du camp des Milles pour les assassiner. L'histoire du camp des Milles débute en septembre 1939. On vient à peine de déclarer la guerre. On va interner dans cette immense tuilerie des Allemands, des Autrichiens, des Tchécoslovaques, parce qu'ils sont des ressortissants qui appartiennent à la puissance ennemie. On est d'accord qu'ils ont fui le régime nazi parce qu'ils étaient persécutés, menacés. Ben là, Daladier, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Parce qu'il a peur. Ah ben peut-être que ces personnes-là peuvent commettre des actes d'attentat, de terrorisme, de sabotage, d'espionnage. Il va ouvrir 242 camps d'internement sur tout le territoire français, dont les Milles. Ces hommes-là, qui ont fui en France, pays des libertés, pays des droits de l'homme, ben, ils se sont dit, c'est bon, on a confiance, on ne va pas nous trahir. Sauf qu'ils vont se retrouver enfermés ici pendant des mois, parfois sans savoir même s'ils vont pouvoir sortir un jour d'ici vivants. Il fait froid. Quoi d'autre? Ça sent la poussière, en effet. C'est sombre aussi. Donc les internés qui arrivent ici en septembre 1939, qui pensent rester là quelques jours, voire quelques semaines, ne pensent pas bien évidemment à prendre des vêtements chauds. Et se retrouvent ici en hiver avec parfois des températures négatives, avec seulement une petite veste par exemple. Déjà qui sont mal nourris, qui dorment mal, etc. Le froid, ça vient rajouter à la souffrance à ce moment-là. Ensuite, il fait sombre. Nous, on a de la chance, on a des néons. Eux, ils avaient des ampoules au bout des couloirs, sinon c'était éclairé à la bougie. L'odeur, c'est l'argile, tout simplement. Vous avez de l'argile partout, dans les fours. Il y en avait aussi sur le sol. Alors nous, on a rajouté ces plaques de béton. Mais voilà, les internés, en fait, ils avaient une paillasse par terre, une couverture, et ils dormaient directement dans la poussière d'argile, dans la terre d'argile. On a enfermé des personnes ici, dans ces conditions-là, à cause de leur nationalité, à cause de leur identité. Parmi ces hommes, de nombreux artistes. Par exemple, il y avait un peintre qui s'appelait Max Ernst, un peintre surréaliste qu'Hitler n'aimait pas parce que Hitler n'aime pas l'art surréaliste. Il y avait Lion Feuchtwanger qui avait écrit un livre qui avait été repris par les nazis pour en faire un livre antisémite. Il y a toute une création artistique, 300 œuvres environ qui ont été créées ici durant la première période et aussi la deuxième période. Les gardiens étaient plutôt bienveillants parce qu'ils se sont vite rendus compte que ces personnes-là n'étaient pas des ennemis et donc parfois même leur passer des commandes. Peut-être que vous aurez le temps tout à l'heure d'aller voir la salle des peintures qui est l'ancien réfectoire des gardiens, qui est toute peinte, voilà, une commande des gardiens aux internés. Légion étrangère, en fait, ce sont tout simplement des étrangers qui se battent avec l'armée française. Beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens vont fuir en France pour se battre avec la France contre leur propre patrie, tout simplement parce qu'ils ne croient plus aux valeurs du régime nazi. Déclaration de la Seconde Guerre mondiale, tous les ressortissants allemands, autrichiens sont des ennemis de la France et donc beaucoup de légionnaires se retrouvent enfermés dans les camps alors qu'ils se battent pour la France, alors que ce sont des anti-nazis. C'est une injustice, une humiliation pour imaginer vous vous battez pour un pays qui vous enferme juste après comme un ennemi ou comme une personne indésirable. Le maréchal Pétain, par rapport aux étrangers, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va dire, ce sont à présent des sujets indésirables. S'ils sont indésirables, il faut les enfermer. Et à ce moment-là, tous les camps d'internement vont accueillir tous les étrangers, parce qu'on va les enfermer dedans. Cette période-là va durer 2 années, ici au camp. De juillet 1940 jusqu'à juillet 1942. Il y aura ici jusqu'à 3500 personnes, toujours des hommes, 38 nationalités différentes enfermées ici. On va leur dire tout simplement, si vous voulez être libre, ben vous n'avez qu'à quitter la France. Ici, c'est pas une prison, on a le droit de sortir, mais il faut demander l'autorisation. Puis l'autorisation, elle n'est pas illimitée, elle va durer 24 heures, 48 heures. On achète le ticket pour aller à Marseille, on arrive au consulat, sauf que là, plein de monde ont la même idée. Beaucoup de personnes veulent fuir.
on se retrouve avec plus de 400 mètres de file d'attente devant le consulat. Donc des fois on n'a pas vraiment le temps de rentrer, il faut déjà rentrer au camp parce que l'autorisation expire. Donc il faut refaire une nouvelle demande. Il faut réunir plusieurs documents. Un casier vierge, un certificat médical, certificat de bonne conduite et bien évidemment il faut aussi beaucoup d'argent pour pouvoir payer le visa. Une fois qu'on réussit à avoir tous ces documents, chouette, on a le visa. Ouais, mais les bateaux, ça part pas tous les jours de Marseille. Des fois, il faut des mois, il faut attendre le prochain parce qu'il y en a un qui est déjà rempli. Donc si on est vraiment pressé, on va tenter d'aller jusqu'à Lisbonne au Portugal. Là aussi, il y a un port. Bon, il faut passer du coup par l'Espagne, Portugal, deux autres visas. Donc des fois, le temps d'avoir le deuxième visa, le premier expire, il faut recommencer une nouvelle demande. Les internés ont appelé cette période-là le piège parce que sur 30 000 dépôts de dossiers, seulement 20% ont abouti. Ça veut dire environ 400 dossiers ont abouti. Bon, du coup, il y avait une salle qui était importante pour eux, c'est la salle où on est là maintenant. Ça s'appelle le puits de lumière, tout simplement. Il y a des vitres, il y a de la lumière, surtout naturelle. C'est le seul endroit avec de la lumière naturelle dans tout le camp. Mais surtout, c'est un vide de lieu culturel. Au fond, on avait installé une scène pour pouvoir faire justement ces concerts, ces spectacles, ces pièces de théâtre. Dit catacombe en allemand, ça veut dire la catacombe. Pourquoi ce mot? Tout simplement parce que c'était un cabaret contestataire qui existait à Berlin dans les années 30. Vous imaginez bien que quand Hitler arrive au pouvoir, cabaret contestataire, ça lui plaît pas trop, et donc il le fait fermer en 1935. Les internés à majorité allemands ici ont décidé de le réouvrir pour montrer que malgré le fait qu'ils soient enfermés là, dans ces conditions de vie, ils continuent à résister, à protester, à se battre à leur manière. 20 janvier 1942, aux dignitaires nazis, industriels, scientifiques. Ils vont se réunir à la conférence de Wannsee et c'est là qu'ils vont élaborer la solution finale à la question juive. Donc la mise en place des camps d'extermination, 6 au total en Pologne, dont le plus connu est Auschwitz-Birkenau. Dans ce camp, c'est 1,1 million de juifs assassinés. C'est 2000 personnes par jour qui meurent à Auschwitz. Ceux qui ne vont pas pouvoir partir d'ici, à un moment donné, seront véritablement en danger. La France est la seule qui accepte de déporter des juifs dans les camps d'extermination. Et là, quand on parle de faire du zèle, le gouvernement de Pétain en est un excellent exemple, parce qu'ils vont même proposer d'envoyer les enfants. Les nazis ne l'ont jamais demandé, c'est la France qui l'a proposé. L'Émile va connaître du coup une nouvelle histoire. Après avoir été un camp d'internement, de transit, ça devient un camp de déportation pendant 2 mois. De août à septembre 1942, il n'y aura ici que des juifs. Cette fois, il y aura aussi les femmes et les enfants ici, avec les hommes. 5 convois vont partir de ce camp. La police française qui s'occupe de ça et qui gère ce camp. Ce ne sont pas les nazis. Les nazis arrivent bien plus tard dans le sud de la France. Il y a 2000 juifs qui vont être déportés d'ici. 98 enfants. Plus jeunes avaient moins d'1 an. Tous les volets étaient fermés et toutes les fenêtres ici. Sauf que l'été 42, c'était un été caniculaire. Il faisait extrêmement chaud. Donc si tout est fermé, il n'y a pas d'air qui circule. Il pouvait faire jusqu'à 40 degrés ici. Il y avait des bébés quand même qui étaient là. Malnutrition, quasiment pas d'eau. C'était terrible pour eux de vivre ça. Quand elle regardait de ce côté, vous qui êtes à côté de la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Le chemin de fer qui passe par là. Le wagon, une fois qu'il est fermé, le problème c'est que le train ne part pas de suite. Des fois, il met jusqu'à 48 heures pour partir. Mais si le wagon est fermé, il reste fermé avec les personnes dedans pendant 48 heures sous la canicule. Certaines femmes ont tenté de se suicider. 20 tentatives de suicide ici, 5 ont réussi, dont une mère avec ses 2 bébés. Voilà pourquoi c'est important de venir visiter cet endroit aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, on veut parfois nier cette collaboration, la minimiser. Non, il faut reconnaître ce passé pas glorieux du tout de la France, c'est important. Durant les différents génocides, donc je rappelle, arméniens, juifs, tziganes, puis Rwanda, pour voir si justement il n'y a pas, on va dire, des points communs, des choses au moins qui vont dans le même sens et qui peuvent amener une société ordinaire dans un événement extraordinaire, ce qui va être à ce moment-là crime de masse, génocide. Comprendre ça, c'est comprendre aussi comment aujourd'hui on peut arrêter ça. Qu'est-ce que nous on peut faire à notre place pour résister? Et donc c'est vrai que dans ces terreaux, il y a un peu toute cette discrimination, rejet de l'autre, racisme, xénophobie, préjugés, stéréotypes. Ça a plein de mots différents finalement pour dire un peu la même chose.
Le problème, c'est quand, entre le terreau et l'étape 1, il y a une fracture. En fait, il y a une crise, tout simplement. Même plusieurs, parce que les crises ne viennent jamais seules. Par exemple, en Allemagne, dans les années 30, c'est la crise économique, financière qui arrive. Dans ce terreau, on était nous, individus, qu'on était bien dans notre vie, on arrivait à vivre ensemble. Ben là, tout d'un coup, quand on a une fracture, ça devient un peu compliqué, ce vivre ensemble. La cohésion sociale, elle commence un peu à se fracturer, à se casser. Ben, c'est du pain béni pour une petite minorité agissante, extrémiste. Ben, elle se dit, ben, moi, je vais en rajouter. Je vais faire en sorte vraiment de faire éclater tout ça pour pouvoir prendre du pouvoir. Je vais faire croire aux personnes, à ce moment-là, aux Allemands, qu'on va se réunir autour d'une cause, on va se réunir autour d'un responsable. On va recréer tout simplement une nouvelle cohésion sociale, voulue par cette minorité agissante. Je vais dans le terreau, il y a des préjugés, je les prends et je m'en sers. Pour avoir de plus en plus d'adhérents, je désigne un bouc émissaire idéal, un responsable. Je fais appel aux bas instincts de l'homme. Je fais appel à la peur. Mais si la minorité aussi arrive à avoir autant d'emprise, c'est qu'à côté, il y a cette majorité passive. Bon, on accuse les juifs, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de m'occuper de ça, moi d'abord. Donc, il y a deux méthodes. Par exemple, Hitler a tenté le coup d'État en 1923. Ça n'a pas marché, il est en prison. C'est là où il va écrire Mein Kampf, notamment. Puis il se dit, bah, si ça n'a pas marché, je vais tenter par la voie légale. On va tenter par les urnes. Le vote. Bon, 33,1% des voix, j'arrive à me faire élire. Bon, si je suis élu par la démocratie, est-ce que ça veut dire que je vais garder la démocratie en place? Non, en effet. Moi, ça ne m'intéresse pas la démocratie. Moi, qu'il y ait d'autres partis qui existent que le mien, jamais de la vie. Le but, c'est que je dirige seul. Pas qu'il y ait des opposants qui viennent me dire quoi faire ou qui viennent m'arrêter. Bah, je supprime la démocratie. Bon, là, Hitler est passé par la démocratie pour avoir les pleins pouvoirs. Il a demandé un vote, il a manipulé. Il a utilisé l'incendie du Reichstag. Voilà. Mais bon, une fois que moi j'ai les pleins pouvoirs, on enlève les partis politiques, on enlève les opposants, on les enferme tous dans des camps. Propagande, ministère de la propagande, tant qu'à faire, comme ça, on sait qu'elle va aller dans tout l'État. Et puis on utilise le langage de déshumanisation. Vous l'avez écrit là, vermine, parasite, cafard, cancer de la société, poux. C'est des mots qui ont aussi été utilisés pour les Arméniens et pour les Tutsis au Rwanda. Le but, c'est de exclure légalement cette population. On n'est pas encore à vouloir les exterminer. Bon, je rappelle, on exclut 1% de la population. Le but, c'est de les faire partir, de les pousser à fuir ce pays. On n'en veut pas dans notre pays. Comment on fait? Ben, on bascule dans la violence physique. Sauf qu'à partir du moment où on accepte ça, il n'y a plus qu'un pas dans les crimes de masse et dans les génocides. Est-ce que là, il y a seulement les juifs qui sont menacés, qui vont potentiellement dans les camps d'extermination? Les menaces, c'est contre tous, c'est plus contre la petite minorité. Tout le monde est menacé. On va quand même finir par quelque chose d'un peu positif. Il y a un mot en rouge un peu partout là sur le schéma. Résistance, avec un S, parce qu'il y a plusieurs moyens de résister, bien sûr. Mais à votre avis, on va résister plus facilement où? Étape 3, terreau, étape 1, oui? Au terreau. Au terreau.